chief don't run, the chief don't, no the chief don't. Bonsoir, salut à tous les amis, nous sommes de retour dans Intégral Foot après quasiment 10 jours de l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc clairement nous avons préféré prendre du recul et laisser les choses se tasser pour pouvoir analyser tout ça tranquillement. Donc avec vous ce soir à la présentation Béchir Ben Mefta, avec moi Lloyd Duchâteau, bonsoir Lloyd. Salut Béchir, salut à tous. Et Clément Pernia, bonsoir Clément. Bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Donc au sommaire, ce soir on va revenir en long et en large sur l'élimination du PSG face au Real. On va essayer de faire l'autopsie de cette catastrophe entre guillemets. Et puis peut-être que Clément n'est pas d'accord. On peut dire ça, catastrophe Clément Non, échec. Échec peut-être. Ouais, on va dire l'échec. Sur l'échec donc du PSG en Ligue des Champions cette année. Puis on va revenir donc sur les questions que se posent tous supporters aujourd'hui. Faut-il virer Emery immédiatement? Qui pour le remplacer? Nasser doit-il partir, etc. Donc on va essayer de revenir sur tout ça dans l'émission. Et première question que je vous pose des spécialistes, est-ce que aujourd'hui les joueurs ont trahi les supporters? Est-ce que toi Clément Pernia, en tant que supporter, tu te sens trahi par les joueurs? Ah, c'est une bonne question ça. Déjà ce qui est intéressant c'est intéressant d'aborder l'élimination 10 jours après parce qu'on a une prise de recul et on peut voir mieux les choses. Donc je trouve ça très intéressant. Alors, est-ce que je me sens trahi par les joueurs? Déçu, oui. Trahison. Enfin, tous les supporters se sentent un peu trahis parce que on se rappelle qu'il y a un peu un pacte entre notamment les supporters, donc les ultras et les joueurs, etc. Les supporters s'étaient rendus au camp des loges. Voilà. Le pacte, c'était que d'un côté, les supporters fassent le travail en tribune, ce qui a été fait pendant 3 matchs. Je parle des 2 matchs contre Marseille et 2 matchs contre Madrid. Et de l'autre côté, que les joueurs fassent le travail. Contre le Real notamment, le travail contre le Real, il n'a pas été fait. Après, trahi par certains peut-être, trahi peut-être par des joueurs comme Verratti qui ont fait des fautes professionnelles inacceptables et impardonnables. Voilà. J'aime pas le mot de trahir en fait, parce que bon, c'est pas non plus. Ils ont fait un match de foot, ils ont perdu un match de foot. Voilà, ils ont pas. C'est pas comme un joueur qui signe un contrat et qui 2 mois après dit je me barre. Là, c'est une trahison. Bon, pour un match de foot que tu perds contre le Real Madrid, bon, déçu de leur prestation, déçu de leur match. Mais voilà. Peut-être de la manière. Ah oui, elle est terrible. La manière, elle est autant à l'aller. Le PSG avait fait jeu égal avec le Real. Le PSG méritait même de gagner. Match nul ou gagné. Là, au match retour, il n'y a pas photo, quoi. Le Real est venu. C'est Saki qui l'a dit. Le Real est venu cigare à la bouche, quoi. C'est tranquillement, sans pression, voilà, quoi. Il n'y avait rien pour les inquiéter. Le PSG n'a pas mis les arguments pour passer en quart de finale et oui, la manière est terrible. Lloyd Duchâteau. Lloyd, tu te sens trahi? Non, je pense déçu, oui. Trahi, non, parce que déjà, il faut en sortir un plus mauvais que les autres dans ce match-là. C'est dur. Un meilleur, il n'y en a pas beaucoup, hormis je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a eu Areola au-dessus. Et c'est lui qui nous maintient, et quand c'est encore une fois le gardien qui nous maintient alors qu'on doit faire un match pour récupérer un score justement à l'aller défavorable, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une trahison, parce que justement il n'y a eu aucun joueur dans son match. Les joueurs ont fait un match où ils n'étaient pas dedans, on s'est fait marcher dessus au retour, on n'a rien compris, et pour moi on n'a pas tiré les erreurs du passé. On peut juste comprendre ça, qu'on n'a pas tiré les erreurs du passé dans ce match-là. Qui ont été les tops et flops pour vous dans ce match au niveau des alors, joueurs. les tops, moi j'en ai, c'est pas vraiment des tops, mais il y a 4 joueurs qui ont fait le match pour moi. C'est Areola et les 3 défenseurs hormis Daniel Alves.
Donc Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche, on peut rien leur reprocher sur un tel match. Ils ont vraiment été à la hauteur. Areola, évidemment. En flop, je mettrais qui en flop? Qui a joué? En flop, le reste de l'équipe, honnêtement. Tous, sans exception. Alves a beaucoup pris, à juste titre, mais c'est pas le seul. Rabiot a été exécrable. Verratti, on n'en parle pas, il met son équipe dans la merde. Les trois de devant ont été nuls à chier. Voilà. Toute l'équipe, hormis la défense, excepté Alves et le gardien, ont été un flop. Et je mets l'entraîneur aussi dedans, qui n'a pas mis en place. Oui, voilà, qui n'a pas mis en place une tactique ou qui n'a pas été écouté, j'en sais rien, pour perturber le Real. Lloyd. Moi, déjà en top, je pense que hormis Areola, même la défense, moi je la mets dedans parce que comme je dis, ils ont fait tous les autres membres du terrain ont été pour moi dans le même niveau les uns que les autres, même si effectivement la défense a pas pris l'eau comme l'an dernier contre le Barça, mais on est quand même dans un match où tout le monde a été décevant pour moi. Et hormis Areola qui nous sort arrêt sur arrêt, qui nous maintient en première mi-temps, où on se dit bon ils vont peut-être le faire, ils vont se prendre une soufflante à la mi-temps, ils vont revenir en deuxième mi-temps et ça va le faire. Arrivé là, on prend le but d'office et là on sait que c'est fini. On voit les joueurs qui en plus on enchaîne sur le carton rouge de Verratti. Il y a des joueurs qui ont été plus mauvais que d'autres. Après, dans les flops, effectivement, sortir un, c'est dur. Alves, Verratti, mais Verratti en première mi-temps, c'est l'un des seuls au milieu qui tient le milieu. On avait Motapa là, on avait Rabiot nul. Et du coup, c'est dur de mettre même Verratti dans les top flops parce que au final, ils ont tous été des flops pour moi, hormis Areola. Juste, je vais ajouter une remarque. Bon, je sais pas si je vais peut-être spoiler un débat, mais beaucoup ont tapé sur Berchiche à l'issue du match. Alors, j'ai pas compris du tout. Alors, Berchiche, c'est pas Roberto Carlos, on est d'accord, mais sur le match, punaise, j'ai trouvé que c'était l'un des plus combatifs, les plus solides. Il n'a pas fait de bourde. Le but, il peut absolument rien. Le but de Ronaldo, évidemment, c'est pas pour Berchiche. Enfin voilà. Donc moi, j'ai pas du tout un flop. Pour le coup, lui a fait son match. Voilà. Kurzawa n'aurait pas fait mieux. Il aurait de grandes chances de faire pire. Vu ce qu'on sait de Kurzawa, vu ce qu'on a vu de Kurzawa, déjà, il n'aurait pas été au niveau de Berchiche, c'est sûr, parce qu'on l'a jamais vu à ce niveau-là. Enfin, pas cette saison en tout cas. Et oui, il aurait probablement fait pire. Après, on va pas parler de manière fictive, ça sert à rien. Après, c'est des défaites collectives. De toute façon, soit on gagnait ensemble et fallait qu'on soit 12, parce que là, c'était avec le public, comme a dit Clément, on a chauffé le public et c'était à 12 qu'on allait gagner. Et là, on a perdu à 11, parce que le seul gagnant, c'est le public qui était dans le stade et qui a sorti ce qu'il fallait. Donc, on va passer à la com qui a été faite avant le match. Ensemble, on va le faire. Des tracts distribués dans le stade, en dehors du stade et aussi dans les métros. Donc déjà ma question c'est une question que je pose comme ça. Est-ce que les grands clubs comme la Juve, le Bayern et autres distribuent des tracts avant les gros matchs? Donc bon. Et qu'avez-vous pensé de cette campagne de communication? Est-ce qu'ils en ont fait trop? Ouais. Voilà. Oui. Alors déjà, tu parles des grands clubs, Juve et tout. Le PSG n'est pas un grand club à ce niveau-là. Soyons clairs tout de suite. Le PSG, on l'a encore vu cette année, et à des années-lumière de clubs comme la Juve, comme le Real, comme le Barça, donc à tous les niveaux. Donc déjà, ça c'est clair. Donc on va même pas émettre la comparaison. Après, ce que le PSG en a fait trop, pour un huitième de finale, oui, ça me paraît excessif. Parce que même si c'est le Real, même si c'est une affiche de gala, ça reste un huitième de finale. Après, il y aurait eu les quarts, les demi, etc. Donc voilà, pour une demi-finale, j'aurais compris. Pour un huitième de finale, non. Après, bon, c'était pas mauvais esprit, c'était plutôt bon esprit de faire une campagne de mobilisation comme ça. Quand on compare la campagne qui a été faite aux résultats sur le terrain. Ah mais de toute façon, ça a pesé sur les joueurs. C'est Adrien Rabiot qui l'a avoué dans le vestiaire d'ailleurs. Il a clairement dit que qu'ils avaient les jambes qui tremblaient en arrivant sur le terrain parce que trop de pression, parce que notamment les plus jeunes, certains, donc je pense à Rabiot, je pense à Mbappé, je pense à Di Maria. Les mecs n'ont pas assumé, les mecs ont eu peur, faut le dire. Les mecs ont eu peur de toute l'atmosphère, des médias, du public, des fumigènes, machin. Les mecs, ils avaient trop de pression, un surplus de pression. Et cette pression, elle a été en partie fabriquée par le club qui, de par sa campagne, a créé un univers, a créé un état d'esprit, a créé une atmosphère en fait qui a pesé et qui au final, c'était tout ou rien. Soit au vu de l'ampleur de la campagne, soit ça réussissait et c'était un gros succès, soit c'était un échec et l'échec est à la hauteur de la campagne menée. Donc au final, oui. Je pense que pour un huitième de finale, il vaut mieux s'abstenir quand c'est comme ça.
Moi, je pense que oui, il y a eu trop de com, ça c'est sûr. On a relancé, comme je dis, ils ont voulu enfin remettre les ultras au centre du projet PSG. Mais après, je pense que surtout, ça a été pour moi un cash avant-garde. On se prévoyait d'une défaite et pour cacher ça, on a ramené les supporters. On a dit faut continuer. On a vu après avec le match de Metz, faut continuer. Les supporters qui sont encore là, on continue à se dire que c'est pas forcément grave, que on va apprendre, c'est pas forcément le pire. Mais pour moi, ce qui s'est passé dans la communication, c'est qu'on a voulu tout mettre sur la communication et non sur le terrain. On savait que sur le terrain, en plus le départ de Neymar qui est blessé, on savait qu'on allait être très très tendu, que ce match-là c'était un match très important, mais quitte à le perdre, autant le perdre de façon fausse, à dire au public c'est pas grave, on va encore en profiter, on va encore en apprendre et on va encore s'en sortir. Et quand j'entends Clément, il me dit oui, Di Maria, tout ça, ils étaient tendus. Mais à un moment, ils sont tendus à tous les matchs. Alors, parce que si c'est parce qu'il y a des fumigènes, si c'est parce qu'il y a ça dans le stade qu'ils sont tendus, quand ils jouent avec l'Argentine, quand ils jouent dans des matchs de Coupe du Monde, ils ont la même ambiance. Ils ont dans les pays sud-américains la même ambiance. Mbappé, il vient au PSG, il arrive au Classico, il dit moi, on m'a pris pour les matchs de Ligue des Champions. Donc à un moment, ils ont aussi eu toute l'année de la communication qui a été déplorable. Ah oui, Que ce oui, soit des joueurs comme le club. non, mais tu as raison sur ce que tu dis. Mais même s'ils s'y attendaient, ça n'empêche pas qu'une fois arrivé sur le terrain, bah, la pression se fait peut-être ressentir. Après, ouais, tu as raison. J'ai du mal à croire ce que tu dis sur la campagne pour masquer la défaite prévue. Non, enfin. On a eu l'exemple typique l'an dernier. Le remontada, c'est possible. On a vu encore au match aller, le PSG perd 3-1, se fait bouffer. Bon, on se dit de toute façon, on est inférieur. Mais là, le PSG, avec la puissance qu'ils avaient au parc, qu'ils ont toujours au parc, parce que bon, le PSG au parc, ça reste solide, avec le match aller de qualité qu'ils avaient effectué, je pense que vraiment, ils y croyaient. Et c'était vraiment pour embellir cet optimisme qu'ils avaient fait cette campagne. Mais oui, c'est trop. Après, moi je suis d'accord, hein, on peut y croire, mais tant que le PSG sera dans l'espoir de miracle ou d'exploit pour aller battre les grands clubs, tant qu'on n'affrontera pas un grand club en se disant on va les cogner, on les cogne, on n'en fait pas 50 tonnes, on leur met ce qu'il faut et on gagne un match simplement et on continue, on va jusqu'au bout, là oui, PSG deviendra un grand club. Pour le moment, on est dans l'optique des petits clubs qui continuent à se dire faut créer l'exploit, faut continuer à faire montrer on grandit, donc d'autres supporters grandissent. Vous voyez, on a des plus grands supporters que vous, on a une plus grande com. Donc effectivement, il y a des clubs, moi j'ai vu des matchs comme le Bayern ou comme le Real Madrid vendre 20 000 places pour un huitième de Ligue des Champions sur un tour opérateur de site en Asie. Donc effectivement, c'est pas forcément les mêmes supporters qu'au Parc des Princes, des abonnés, c'est pas des fidèles, mais ils sont là, ils viennent, c'est leur objectif. Nous, on est dans l'objectif de montrer, on est encore dans l'ancienne école avec nos supporters, on est encore à vouloir mettre la plus grosse ambiance. Et c'est pour moi, c'était vraiment ça le cache-coup, parce que justement, on a dit, on va vous démontrer qu'avec nos supporters, on peut gagner. Mais c'est pas les supporters qui nous font gagner. La remontada, c'est pas les supporters, parce que les supporters eux-mêmes sifflaient. Et justement, il y a eu la première chose, ça a été d'enclencher. Ils ont annoncé le départ de Luis Enrique. Ils ont annoncé, le club avait pris des décisions en amont. Nous, pour juste 2 buts d'écart, ce qui n'est pas une remontada, on était dans l'optique de faut créer le miracle pour 2 buts. Le Real Madrid le fait souvent. Ils l'ont fait en huitième contre Naples. Ils l'ont fait. Barcelone le fait souvent pour 2 buts. Et ils font pas une communication aussi grande. Là, on a été dans l'excès de com justement parce qu'aucun autre club ne fait ça. Oui, ça prouve que le PSG n'est pas un grand club. Ça, tu l'as dit à juste titre. Après, de là mélanger tous les sujets avec les supporters, tout ça. Non, je pense que le PSG est différent au niveau des supporters parce que c'est un public différent, c'est un public plus chaud qu'à Barcelone, qu'à Madrid. Mais il n'y a pas d'ancienne école, tout ça. C'est la seule preuve de cette campagne, c'est que le PSG, et tu l'as dit à juste titre, le PSG pour eux, ça reste un exploit. Et ils auraient, au lieu de faire une campagne énorme comme ça, ils auraient mieux fait de s'abstenir, faire profil bas et donner tout sur le terrain. Après, bon, je mélangerai pas tout. Oui, les supporters sont différents à Paris qu'en Angleterre ou qu'en Espagne, mais je pense pas que enfin, j'ose espérer que ce n'était pas pour voiler la face que le PSG a fait cette campagne. Voilà, ça prouve juste que le PSG aujourd'hui n'est pas un grand club, que les dirigeants ne sont pas encore à la hauteur de leurs ambitions justement. Et ça va commencer par faire plus profil bas, faire davantage profil bas, devenir un vrai club de foot et non pas un club soumis à ses stars. Et voilà, arrêter de faire des campagnes comme ça à tout va. Voilà. Et justement, même dans la campagne, regarde qui sont venus. On a fait venir donc des chanteurs, on n'a pas fait venir nos anciennes gloires qui ont justement battu Madrid. Pourquoi on n'a pas fait venir nos anciens joueurs? Les clubs, quand ils veulent communiquer, c'est avec leurs anciens joueurs. Nous, le PSG, quand on communique, ensemble, on va le faire. On a fait venir donc DJ Snake, on a fait venir plein de chanteurs, de people. On n'a pas fait venir nos anciens joueurs. Pourquoi ne pas dire à Madrid, voilà, c'est ça l'image de PSG. On vous a déjà battu. Là, ils étaient au parc, les anciens joueurs. Oui, ils y étaient, oui. Avant le match, on les a montrés 5 minutes, comme on le fait très souvent à Paris, et que beaucoup d'anciens joueurs, d'ailleurs, se plaignent du respect tenu par les nouveaux propriétaires. Clément, j'ai juste une question totalement improvisée.
tu parles, tu dis PSG c'est pas un grand club, tu l'as dit 3 fois. Comment devenir un grand club? Pour toi, c'est quoi un grand club? C'est quoi la définition d'un grand club? Oh là là, ça pourrait prendre des heures cette réponse. Euh, alors déjà, le PSG est aujourd'hui le plus grand club français, soyons clairs. Mais le football français est tellement bas et part tellement de loin que le PSG finalement n'est pas un grand club au niveau des plus grands. Le PSG est sur la carte, mais n'est pas dans le Big Five, dans le Big Six. Alors comment devenir un grand club en devenant une institution, j'ai envie de te dire déjà, en devenant une institution, en étant respecté par ses propres joueurs déjà. Parce que déjà, avant que les adversaires nous respectent sur le terrain, et peur de venir ici, avant que les arbitres parce que voilà, les arbitres, tout ça, les adversaires, ça fait partie du jeu, ça fait partie le respect, tout ça. Tous ces éléments s'acquièrent grâce au respect, grâce à l'institution. La Juve est une institution, le Bayern est une institution. Le PSG aujourd'hui ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que déjà c'est un club jeune. Voilà, c'est un club jeune, je veux dire, c'est un projet jeune. Donc c'est un projet jeune qui part de rien parce que le PSG de base n'a pas un gros palmarès. Il y a une Coupe des Coupes en 96, mais c'est pas énorme. Sur le plan national, bon palmarès, mais pas énorme. Donc au final, le palmarès, il est un peu à construire. Donc il n'y a pas de passé comme l'Ajax par exemple qui peut parler aux autres ténors européens. Après, pour ce qui est du projet QSI, bah, il est jeune, donc il va falloir du temps, il va falloir des bonnes performances européenne. Va falloir que, en interne, si je parle en interne, va falloir que le club reste au-dessus. Le club, et notamment la tactique des dirigeants pour progresser aujourd'hui, c'est de faire venir des stars, de leur conférer un pouvoir énorme et de compter sur ces stars pour les faire gagner. Mais non, déjà des compétitions, des prestations de haut niveau se gagnent en équipe. Pour que l'équipe soit performante, il faut qu'il y ait une certaine solidarité, une osmose, un respect du club, un respect du rouge et bleu. Et aujourd'hui, on donne plus d'importance à un Neymar, à un Daniel Alves qu'à un Ibrahimovic à l'époque qu'au PSG. Voilà, ces joueurs font ce qu'ils veulent, ces joueurs ont des campagnes de pub énormes. Non, ces joueurs, on doit dire à ce joueur, on doit être capable aujourd'hui de dire à ces joueurs, ce qu'on n'a pas fait avec Verratti l'été dernier, par exemple. Tu joues pour le PSG, tu te donnes pour le PSG. Si tu veux te barrer, tu te barres. Voilà, point. Aujourd'hui, non, on retient nos joueurs à coûte que coûte. Voilà, tous ces éléments, on fait copain-copain parce que le groupe WhatsApp, maintenant, c'est un secret pour personne. Hein. Nasser qui est sur un groupe WhatsApp avec certains cadres de l'équipe. Bon, voilà. Non. Nasser, il a fait copain-copain avec les membres de l'équipe. Non. Nasser, tu es le président du club, tu es le président de l'institution. Tu dois te faire respecter. Tu ne dois pas être ami avec les joueurs. Non. Tu peux avoir des relations, tu peux avoir une affection, mais à la moindre connerie, ces joueurs-là doivent comprendre qu'ils se barrent. Et ça, non, aujourd'hui, les joueurs, je pense que beaucoup de joueurs se sentent intouchables. Verratti, Neymar, Thiago Silva, etc., se sentent intouchables. Et c'est pour ça aussi que Emery est arrivé pour imposer son style et tout. Mais aujourd'hui, tu peux mettre n'importe qui, Emery, Pochettino, machin. Si les mecs s'en contrefichent, bon, bah, ça ne changera rien. Là, moi, là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit on est arrivé et que Nasser soit ami, c'est pas bien. Quand on voit justement Ronaldo à Madrid, Messi à Barcelone, même Lewandowski à Munich où on parle d'une grande institution, quand des joueurs comme ça se mettent à foutre le bordel, personne ne peut les sanctionner. Ronaldo, il a parlé avec la main devant la bouche avec Laurent Blanc, ça a fait un grand buzz, on en a parlé pendant des semaines et des semaines, et Florentino Pérez savait qu'il ne peut pas perdre Ronaldo. Au Barça, ils savent qu'ils ne peuvent pas perdre Messi. Le problème, c'est qu'à Paris, on amplifie, on a des médias qui s'amusent à amplifier, dire que c'est pas bien, ils les protègent. Oui, ils les protègent, mais comme dans tous les grands clubs aujourd'hui, les footballeurs sont protégés parce ils sont dans le système où ça rapporte à un club d'avoir tel ou tel joueur. Le Barça a intérêt de garder Messi parce qu'il leur rapporte, il leur fait gagner des matchs. L'intérêt d'avoir pris Neymar, même si on me dit que ça n'a pas été une bonne première saison. Oui, mais Lloyd, excuse-moi, mais il y a une différence entre faire un truc qui plaît pas et pisser sur le club. Non, mais Ronaldo, vas-y, il y a surtout une Quand différence. Ronaldo il parle avec la main devant la bouche, je pense que justement là il pisse devant. En plus, il le fait à Santiago Bernabéu. Je crois que si ça c'est pas pissé sur le club, c'est quand même pas loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que surtout là, tu me parles de Neymar. Oui, Neymar est venu pour faire gagner des titres, pour gagner des trophées, pour vendre des maillots comme Messi, comme Ronaldo le font. Mais le reste de l'équipe, t'en fais quoi? Verratti, c'est pas Neymar, hein, c'est pas Messi. Verratti, c'est un pisseux de 24 ans qu'il a l'an passé au Barça. On aurait dû lui dire, mais casse-toi,
casse-toi. Là, je suis d'accord. Franchement, il y en a qui sont sanctionnables. Mais quand on parle de Neymar, qu'il faut le sanctionner parce qu'il a pris, donc là, c'est parce il s'est fait opérer, mais on ne sait pas forcément ce qui s'est vraiment passé derrière. On ne sait pas dans quel état. Ça, franchement, si on parle de Neymar, pour moi, Neymar, l'avoir, c'est une chance au PSG. Et c'est justement lui qui va permettre d'enclencher le nouveau cycle et qui permet d'enclencher justement les nouvelles recrues et de se débarrasser de certaines erreurs de certains joueurs qui ont été trop protégés par rapport à justement un niveau trop faible. Non, mais tu as raison, et c'est une chance de l'avoir. Et c'est une chance de l'avoir, surtout si on l'utilise bien. Moi, tu dis Neymar, il ne faut pas le sanctionner et tout, mais absolument pas, tu as complètement raison. Mais c'est pas Neymar le fautif. C'est le club qui fait de Neymar une figure au-dessus du club, justement. C'est le club qui fait des jeux de lumière sur la Tour Eiffel. C'est tout ce que le club fait autour de Neymar. Non, le club doit montrer l'exemple. Quand Neymar est arrivé au Barça, Neymar s'est fondu dans un effectif, s'est fondu dans une histoire, et voilà, il s'est adapté. Là, il arrive à Paris, on a l'impression que c'est le roi du monde, et ça peut que nuire au collectif. Ça peut que nuire au collectif. Parce qu'à côté, tu as des mecs qui trouvent ça injuste, donc tu as des mecs qui ont la tête ailleurs, qui créent des groupes, qui créent des embrouilles, voilà, donc au final, qui s'impliquent moins, donc qui dit moins d'implication, dit moins bonne performance sur le terrain, etc. Enfin voilà, donc c'est le club qui gère mal tout ça, c'est pas Neymar en lui-même. On va passer donc pour parler en tout cas selon la presse, du principal protagoniste de cette défaite, comme je l'ai dit selon les médias, Unai Emery. Donc jingle Emery. Concurrence. Ah oui, oui. La concurrence. Ah, la concurrence. La concurrence. Ah oui, oui. La concurrence. Ah, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Quand il va jouer, c'est très important. La concurrence. La fameuse question, est-ce que déjà, de 1, il y a deux, c'est une question en deux parties. Est-ce que Emery est le seul fautif aujourd'hui? Est-ce que c'est le mec qui doit tout se prendre? Et est-ce que selon vous, il doit sauter avant la fin de la saison? Non et non. Non et non, non, c'est pas le seul fautif. Oui, il est fautif évidemment, mais beaucoup de joueurs sont fautifs. Le club est principalement fautif, comme pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Et voilà, tu mettais n'importe quel coach. Alors peut-être qu'un autre coach aurait fait mieux, mais en soi, si les joueurs s'en foutent, s'en contrefoutent et font ce qu'ils veulent, voilà. Ça change rien. L'expérience aussi, bon, c'est pas Emery. Est-ce qu'il doit sauter avant la fin de la saison? Non, il sautera en fin de saison. Voilà, là, on va être en pilotage automatique jusqu'à la fin de la saison, en roue libre, et voilà, un peu de respect quand même pour la personne qui va gagner son titre de champion, qui va gagner ses coupes normalement. Bon, faudrait pas perdre contre Chambly ou les Herbiers, ça ferait tâche, mais non, il va finir la saison, voilà, de manière assez. Maxwell en tant qu'entraîneur intérimaire, c'est inimaginable selon toi? Ça me paraît compliqué. Ça arriverait à quoi de virer Emery maintenant? Surtout que son contrat s'achève en fin de saison, donc ça arrivera à rien. Je pense que ça servira à rien. Lloyd. Donc moi, je dis non, c'est pas le seul fautif. Ça, je pense qu'on en a assez débattu et beaucoup de gens l'ont fait pour dire que c'est pas le seul fautif. Par contre, est-ce qu'il faut le virer? Il y a deux solutions. Soit on peut annoncer, il y a deux solutions, c'est soit on annonce son successeur avant, et c'est comme ça se fait dans beaucoup de grands clubs. On peut connaître son successeur avant, il sait qu'il finit la saison, mais on connaît déjà le successeur, comme l'an dernier l'a fait avec Barcelone pour Enrique. Soit on peut le virer, et effectivement, je pense que la seule solution, si on le vire, c'est d'installer le futur entraîneur avec le futur projet, de façon à aider aussi à lancer le prochain mercato qui va arriver, et donc rassurer certains joueurs qu'on ne peut pas perdre, justement Neymar, comme d'autres, il y a Neymar, mais il n'y a pas que lui, qu'on doit rassurer, leur dire voilà, le projet recommence, il arrive, c'est cet entraîneur qui va le piloter, et on commence notre mercato. Et ça serait vraiment pour lancer le nouveau mercato. Si c'est le changer, mettre Maxwell juste pour calmer le vestiaire, il n'y en a pas besoin. Le vestiaire, on l'a vu, il a très bien réagi contre Metz. Et voilà, la défaite pour eux, elle est oubliée parce qu'ils ont déjà pris plein de défaites depuis qu'ils sont à Paris pour la plupart. Si on trouve personne, Maxwell, ça peut être la solution durable aussi. Peut-être y penser. Je pense pas. Je pense que là, déjà, à l'heure actuelle, bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, Conte, c'est une cible. Mais dans les. Ouais, moi, j'ai une question. Si le PSG a le choix entre Conte et Maxwell, il prend qui, à ton avis? Conte. S'ils peuvent avoir. Ouais. S'il arrive au stade. Moi, je pense pas parce que déjà, il n'est pas du tout adapté au style de l'équipe. Parce que certains joueurs ne seront contre. Notamment Neymar, je pense qu'il sera contre. C'est pas. Conte a refusé Neymar à Chelsea l'an passé. Je vois pas Neymar s'adapter. On sait que Neymar sera. Oui. Bon, Conte a refusé Voilà. Neymar, c'est. Enfin. Ouais, c'est un peu. Ouais. Après. Neymar. Est-ce que attends, juste, je vais reformuler une question pour toi, spécialement pour toi. Est-ce que Maxwell aujourd'hui est capable d'entraîner un gros club et capable d'entraîner le Paris Saint-Germain
est capable de, de réussir au Paris Saint-Germain, de faire mieux qu'Unai Emery, mieux que Laurent Blanc, mieux que Carlo Ancelotti, etc. Est-ce que pour toi, il est capable? Alors déjà, pour faire pire, c'est compliqué. Est-ce qu'il peut réussir? J'en sais rien. C'est de la fiction, encore une fois. Mais quand on voit que Zidane a réussi sans expérience, hormis une expérience en Détroit espagnol, il me semble, et avec la Castilla. Oui, mais Zidane, il a réussi avec les meilleurs La joueurs du monde. philosophie du jeu, voilà. On peut pas comparer. Non, on peut pas comparer. Puis Zidane, tu il a as repris justement le flambeau de Carlo Ancelotti aussi. Voilà. Enfin, les meilleurs joueurs du monde, bah oui, mais Pas pas comparable. quand même aujourd'hui. Donc, moi, je pense que, je sais pas. Je pense que ce sera pas le choix numéro 1. Évidemment, ils vont essayer de choper Pochettino ou Ancelotti avant. Par contre, Conte, je suis plus sceptique. Franchement, dès qu'il y aura consultation, ouais, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. On va y revenir tout à l'heure en dernier pour parler du potentiel futur coach du Paris Saint-Germain. Les sifflets contre Emery lors du dernier match de championnat, pour vous c'est normal, c'est Ça fait partie du jeu. Mhm. Je pense qu'on peut dire que ça fait partie du jeu. Chaque entraîneur Ouais. qui est éliminé de Ligue des Champions, que ce soit dans les petits championnats, dans les petites équipes, Ouais, mais dans ce cas-là, l'entraîneur. pourquoi tu cites pas tes joueurs alors? Pourquoi tu Ah, cites mais pas il y a des joueurs Verratti, il a été je pense qu'il y applaudi. Ouais, mais regarde, il a aussi été sifflé dans le passé. Et je pense que le public du Parc des Princes, même si là, il a pris Emery justement en grippe, on prend le public de Porto, il a sifflé l'entraîneur de Porto. Et c'était toujours. C'est Ouais. des exemples comme ça. On a des exemples où les coachs se font siffler et 2 semaines après, on les adore. Diego Simeone en est l'exemple où il s'est fait siffler quand ils se sont fait éliminer de Ligue des Champions en poule. Et arrivé là, aujourd'hui, ils sont tous à chanter Diego Simeone à l'Atlético. Je pense que ça fait partie du football moderne où les gens oublient vite les victoires, mais oublient vite aussi les défaites. En tout cas, moi, ce que je peux dire sur le public du parc, c'est. Ça me fait triste de dire ça, mais faut le dire. Notamment en tribune Paris, Boulogne et Borelli, il y a énormément de footix. Et je le vois au quotidien, c'est terrible. C'est terrible. Les mecs viennent 3 fois dans l'année, dans les grands matchs, en arrivant, ils se permettent d'insulter. Moi, j'avais un mec là sur PSG Real. Au moment où il faut encourager l'équipe, à mes côtés, il insultait Berchiche tout le match. À un partout, il se lève pas et puis il dit arrêtez de vous lever, arrêtez de chanter, c'est mort. Et il y en a énormément au Parc des Princes, notamment en tribune Paris, qui connaissent rien, mais absolument rien au football, qui viennent parce que voilà, pour eux, ils viennent au stade comme ils viennent au théâtre. Alors oui, c'est leur droit, hein. Il n'y a pas de souci, ils ont du fric à dépenser, etc. Mais au final, bah, moi, ça me fait chier de voir ça. Et clairement, que ces mecs-là sifflent Emery, bah, vu que ce sont des incultes du football et clairement des abrutis dans une arène pour moi. Bon, bah, qu'ils les sifflent, ça m'étonne pas. Voilà. Après, là, je suis pas trop d'accord parce que je pense qu'on est rentré justement. Moi, je comprends la vision de Clément, hein, je la respecte, mais personnellement, je vois beaucoup de gens qu'on appelle les footix, on peut les appeler comme on veut, mais ces gens-là aujourd'hui, ils sont dans le football moderne. C'est le football moderne. On a ramené des supporters en Angleterre où avant c'était que des bagarres, où effectivement, je ne veux pas dire que voilà. On les a ramenés. Aujourd'hui, on a des nouveaux supporters parce que les tarifs sont très chers. Il y a plein de choses qui font que les anciens ne veulent plus venir. Mais c'est comme ça. Et je pense que c'est la succession aussi. Même si ces gens-là ont sifflé bêtement et n'ont pas forcément trop leur mot à dire sur les sifflets, sur l'équipe, ils sont quand même venus. Ils sont là pour voir un match. Et voilà, comme il dit, ils ne sont pas venus pour autre chose que voir. C'est l'équivalent d'une pièce de théâtre. Mais ils sont là, ils ont leur vision à eux. Et je pense qu'il ne faut pas non plus leur tomber dessus parce qu'eux ont leur vision. Alors qu'aujourd'hui, on a instauré le foot business pour ça. Et sinon, on n'aurait pas les joueurs non plus qu'on a aujourd'hui. Oh, mais je leur tombe pas dessus, mais c'est un point de vue. Moi, je trouve ça triste, voilà. Je trouve ça nul et du coup, ça m'étonne pas que ces gens-là sifflent. Voilà. C'est juste pour Après, je crois, tu étais au match, Clément, contre Metz Alors, c'était quand, mais c'était. ce week-end. J'étais en Suisse ce week-end, j'ai pas pu y aller. D'accord. Parce que de ce qu'on m'a dit, il y a quand même eu beaucoup, c'est les virages qui ont beaucoup sifflé et qui ont beaucoup sifflé Emery aussi. Donc je pense que si ces gens-là sifflent Emery, il y a quand même une bonne part de connaisseurs et qui vont se faire tous les matchs de l'année. Je pense qu'eux aussi ont peut-être. Ouais. Voilà, ça fait partie du jeu aujourd'hui pour moi du foot moderne où les gens oublient vite les victoires mais oublient vite aussi les défaites. On a oublié la remontada l'an dernier parce qu'on a eu Neymar. Et ça rentre dans l'ère du football moderne. Siffler son coach, enfin. Moi, je dis ça aussi peut-être parce que j'aime bien Unai Emery, mais siffler son coach, moi, je trouve que ça arrive à rien. Siffler son coach, s'il y a un doute qui reste, oui. Bon, là, on sait qu'il part en fin de saison. Enfin, voilà, le mec n'a jamais chié sur l'institution, il a toujours été respectueux, il a toujours travaillé. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, bon, bah, moi, je trouve pas ça bien de siffler. C'est comme siffler un gardien qui fait une boulette. Enfin, voilà. Bon, après, voilà. Après, comme je dis, voilà, peut-être là, Clément, tu dis ça, mais regarde Emery, il y en a beaucoup qui, dès l'été dernier, voulaient qu'il s'en aille. Et au final, on l'a laissé, on s'est dit, voilà, il a le matos cette année. Même s'il n'a pas craché, il n'a jamais chié sur l'institution. Mais il a eu le matos cette année que d'autres n'ont pas eu dans le passé et qui se sont fait autant prendre cher. Laurent Blanc le premier, et pourtant, j'aime pas Laurent Blanc.
Mais Laurent Blanc a pris cher, alors qu'il a sûrement moins de matos qu'aujourd'hui Emery a, avec justement Neymar, Mbappé et tous ceux qui sont arrivés en plus. Donc aujourd'hui, pour moi, qu'on siffle Emery, ça fait partie du jeu du foot moderne où les gens oublient vite les défaites, mais oublient vite aussi les victoires. On passe à un autre protagoniste aussi de cette défaite, de cet échec parisien, Nasser El Khelaifi, notre président. Avant ça, on va écouter sa déclaration après le match, les yeux rouges, dépité, on va écouter Nasser. Première chose, on est très déçus pour ce résultat parce qu'on a cru avant le match, dans le match. La première mi-temps était pas mal. Je pense qu'on a dominé le premier mi-temps, on peut marquer le premier mi-temps. Après, quand eux marquaient le premier but, spécialement après la carton rouge de Marco Verratti, il a tué le match. C'était difficile. On joue ici avec des joueurs, c'était difficile. Mais on sait, à Real Madrid, toujours l'expérience, mais vraiment, on n'a pas fait qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour gagner ce match. C'est tout. Mais vraiment, c'était vraiment très difficile. L'attitude de certains joueurs est peut-être à remettre en question. On a le sentiment que vous n'aviez pas que des guerriers sur les terrains. Est-ce que ces défaites vont avoir des conséquences au sein du club? Je pense notamment à l'entraîneur. Ça, le travail de l'entraîneur aussi, vraiment, mais on ne veut pas critiquer ici notre équipe, ça, dans le vestiaire. Mais après, on veut parler avec les joueurs. Mais vraiment, aujourd'hui, on ne veut pas faire de réaction aujourd'hui. On est très déçus, on est très énervés. On veut calmer, après on veut penser qu'est-ce qu'on peut. Donc, est-ce que, pour vous, aujourd'hui, Nasser a fait son temps à Paris et que le moment de partir est venu pour notre président? Je pense que c'est une solution cette année que ce n'était pas avant qu'il parte. Parce qu'il a beaucoup de charges, on l'a mis à la fédération de tennis, puis il y a aussi eu des nouvelles aujourd'hui, accusations en Égypte par rapport à certains droits télé et tout, donc ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Après, au PSG, il ne faut pas oublier non plus tout ce qu'il a fait, il ne faut pas remettre tout à zéro. On n'est pas, il y a 8 ans quand on part de l'ère américaine et on arrive où on n'est rien. Là, on est redevenu sur la scène européenne un grand d'Europe, on arrive avec de nouveau des grands joueurs, il a relancé le projet l'an dernier. Non. Ouais. C'est compliqué. Déjà, on mettrait qui à la place? Ça, c'est la vraie question. J'ai du mal. Sarkozy, j'y crois pas trop. Un autre mec du Qatar, qu'est-ce que ça changerait? Voilà, je sais pas trop. Après, ce qui est sûr, c'est que Nasser, il va falloir qu'il bouge là. Il va falloir vraiment qu'il prenne conscience que ça ne va pas, que sa manière de gérer ne va pas. Alors, il a fait des premières étapes. Il a franchi une première étape en prenant un directeur sportif compétent l'an passé. Voilà, l'intérêt Enrique, c'est une bonne chose. Voilà, maintenant, il faut qu'en interne, il règle les soucis parce qu'il y a énormément de il y a énormément de soucis en interne qui vont bientôt être dévoilés dans un livre. Et là, ça va faire mal. Des révélations. Voilà, tu parles de Paris United. Il y a un livre qui va sortir prochainement dans lequel Paris United, dans lequel on va apprendre énormément sur les dysfonctionnements en interne du club. Et on va apprendre beaucoup de choses. Donc ça va se savoir. Voilà. Ça faut les régler parce que ça crée des conflits au sein du club entre les dirigeants, puis des groupes entre les joueurs. Donc ça, c'est très gênant, c'est problématique. Voilà, il y a des problèmes aussi de gestion, de management, ce qu'on disait tout à l'heure. Faire copain-copain avec les joueurs fait que les joueurs se sentent à l'aise, se sentent dans un fauteuil. Or, les joueurs doivent se bouger pour leur club. Voilà, il doit rappeler que c'est le patron et arrêter de filer des chèques et faire des câlins aux joueurs, quoi. C'est tout simple. Voilà. Donc, s'il reste, il doit changer. Sinon, s'il n'est pas capable de changer, qu'il s'en aille, parce que le PSG ne progressera pas. Ce qui est surréaliste au PSG, et tous ceux qui suivent un minimum l'actu du club le savent, c'est les clans à l'intérieur de la direction en elle-même. Dans le vestiaire, c'est partout comme ça. Il y a des clans, il y a des groupes, c'est comme ça. Mais arriver à un point où il y a des clans, où des mecs de la direction du club sportif et administratif complotent entre eux-mêmes, voilà. L'œil du château, je crois que tu as un an pour être potentiellement le successeur de Nasser El Khelaifi. C'est ta petite info, je te lance, vas-y. Oui, donc, aujourd'hui, pour le Doha, il y a une possibilité justement que Nasser s'en aille, comme je disais avant. Et la possibilité, ce serait donc Johan Altani, qui avait failli l'an dernier devenir président du PSG, qui est un grand fan du PSG, qui est un membre de la famille royale.
qui peut envisager aujourd'hui de prendre la succession de Nasser, qui serait, comme je dis, Nasser, on l'a emmené un peu vers la sortie. Aujourd'hui, la possibilité de Johan Altani est vraiment travailler à Doha pour Et, qu'il prenne la succession. tu as plus d'infos sur la personne en elle-même, quoi. Est-ce qu'il parle français? Est-ce que... Oui, il parle français, il a fait ses études en France, donc je crois que c'est HEC qu'il a fait. Mais c'est un homme très proche, donc dans le pouvoir, il est très proche dans le sport, vu qu'il est chargé pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a été chargé justement du parrainage avec Zidane. Il Est-ce qu'il est fait proche beaucoup. Est-ce qu'il est proche de Sarkozy? Oui, très proche de Sarkozy Ah, et très proche de tous les boards français. C'est la condition quand même. Il faut qu'il soit proche de Sarkozy pour venir au PSG. Après, du moment où je pense qu'aujourd'hui, la famille royale ne pouvait pas changer, même si beaucoup ont pensé que Sarkozy prendrait la tête, je ne pense pas que ça se fera un jour, ou du moins pas pour le moment. Même si le Qatar veut, ils garderont toujours un membre de la famille ou un membre de là-bas pour diriger le PSG, parce que c'est leur entité, c'est leur image, c'est pour eux, c'est leur investissement quand même. Et aujourd'hui, même si Johan Altani est déjà connu en France, parce qu'il a fait l'Arc de Triomphe, qui est devenu le prix de l'Arc de Triomphe Qatar, il est dans pas mal d'investissements du Qatar en France. Donc il peut aujourd'hui prendre la succession pour la place de Nasser. Donc, est-ce que, pour vous, dégager Nasser et sa direction, c'est tout effacer, tout recommencer à zéro? Non. Ah non, c'est pas tout effacé. Non, le PSG s'est construit depuis 2011. Le projet est en marche, sans faire de mauvais jeu de mots. Et non, c'est pas tout recommencer à zéro. Des choses ont été faites, une certaine discipline a été instaurée, mais elle est insuffisante aujourd'hui, cette discipline, pour pouvoir atteindre les sommets européens. Donc après, ce Johan Altani là, s'il vient avec des bonnes intentions, oui, mais s'il vient pour faire du Nasserbise, bon bah non. Donc je sais pas, non, je pense non, ça ne recommencera pas tout à zéro. En tout cas, je l'espère, ça remettrait une certaine autorité qui manque aujourd'hui au PSG au sein de la direction. Donc, bon, juste pour revenir sur Johan Altani, il a fait Saint-Cyr en France. Ah. Et donc, tu vois, donc c'est école militaire. Donc, je pense que. Et c'est pas du tout le même caractère que Nasser Al-Khelaifi. S'il vient, c'est vraiment parce que le Qatar en a marre de passer. On l'a vu, il y a eu pas mal d'articles là-dessus après l'élimination, justement, où ils expliquent que le Qatar en a marre des investissements, où arriver là, ça n'apporte rien. On ne franchit plus le palier, même des huitièmes. Aujourd'hui, on a même reculé dans le projet. Mais quand même, on peut dire que aujourd'hui, le Qatar, même on supprime Nasser, on a quand même beaucoup avancé. Donc, on ne repartira pas à zéro. On ne repartira pas comme avant Nasser, où justement, il n'y avait vraiment rien. On passe à l'équipe. Donc, mettez-vous dans la peau d'Antero Henrique, s'il reste, entre parenthèses. Vous êtes directeur sportif du PSG. Qui allez-vous virer du vestiaire aujourd'hui? Je parle de joueurs. Déjà, il y en a qui vont partir d'eux-mêmes. Je pense à Thiago Motta, donc lui, on ne le vire pas. Il va rester au sein du club. Voilà, Thiago Motta va partir. Kurzawa va dégager. Thiago Silva pourrait partir. Alors, je mets tout ça sous condition parce que si jamais c'est Ancelotti qui revient, il a certaines affinités avec certains joueurs et ça pourrait changer. Mais je pense, au-delà de ça, sinon je pense que Thiago Silva pourrait partir. Je pense que Di Maria va partir et Pastore. Non, Draxler va rester, je pense. Il est arrivé hier. Cavani. Alors, Cavani, non. ouais, c'est compliqué, Cavani. Cavani, s'il y a possibilité d'avoir Lewandowski, il partira. Sinon, il partira pas. C'est pas mon avis personnel. Hein. C'est plutôt une info de ce que j'ai compris. Et apparemment, Cavani serait sur le départ, en cas évidemment de bonnes possibilités pour le remplacer. Donc voilà. Donc, sinon, on est sur du Pastore, Di Maria, Kurzawa, Motta. Sûr. Ces quatre-là, ils vont partir, quasiment sûr. Et après, j'en sais rien, j'en sais rien. Et Thiago Silva, peut-être. Moi, je pense qu'on va vraiment réinstaurer un nouveau cycle en justement supprimant les erreurs du passé. Donc, Ben Arfa, Krikoviak, Ressé, eux, c'est fait, leur sort est fait, ils vont partir cet été. Après, dans ceux qu'on n'a pas eu cette année, mais qui partent, donc il y a eux. Et dans les joueurs qui ont joué cette année, donc on aura un des deux gardiens qui va partir parce qu'ils vont ramener un top gardien, ça c'est obligé. On veut franchir le palier au niveau des gardiens. En défense, Thiago Silva arrive quand même en fond de cycle et en fin de cycle pour lui. Donc il y a de fortes chances qu'il parte. Kurzawa, c'est fini. Après, donc Thiago Motta, retraite, on le sait, c'est officiel. Après, dans les joueurs, Di Maria, Pastore. Au milieu, peut-être Rabiot ou Verratti, un des deux peut partir parce qu'on a quand même besoin de liquidité aussi pour le fair play financier. Enfin là, les liquidités, ils ont. Hein. Oui, mais c'est possible aussi qu'on réinvestisse énormément cet été et qu'on refasse vraiment ce qu'on n'a pas pu faire l'an dernier parce que justement, il fallait une figure de proue. Et où maintenant, on va arriver dans le cycle où voilà, on investit pour peaufiner l'équipe et faire vraiment franchir le palier et on enclenche le vrai projet. Et en termes d'arrivée, qui serait, pour vous en tout cas, tout en étant réaliste, les recrues idéales pour
pour l'été prochain. On peut l'officialiser un peu. On peut Voilà. dire que c'est quasi fait. Au goal, évidemment, on pense tous à Oblak, je pense, il y a des contacts. En défense Mais ça centrale, moi, je prendrais bien je sais pas, un Jiménez de la Vitico, pourquoi pas. Un petit chien de la casse d'Amérique du Sud là, qui ferait du bien dans cette défense. Après, en milieu de terrain, en 6, je pense que les dirigeants rêvent d'N'Golo Kanté, mais ça va être compliqué. Sinon, après, le reste, je vais laisser Lloyd te laisser pour le décider. Donc déjà, là, actuellement, on peut dire, donc oui, Alexandro, c'est fait. Moi, je m'avance, je le dis, pour moi, c'est fait. Il y a beaucoup de contacts, ça a été commencé déjà l'été dernier. On sait qu'Antero Henrique, c'est celui qui l'a ramené de Porto. Il travaille pour l'après, déjà l'an dernier, pour l'après Kurzawa. Donc Kurzawa, on sait qu'il éjecte. Maintenant, il n'y a presque plus de doute sur le fait que ce soit Alexandro. En défense, c'est un peu plus compliqué. Au gardien, c'est possible qu'il y ait 2 gardiens qui arrivent. Qu'on ait deux départs de nos gardiens pour refonder le cycle des gardiens, avec justement l'arrivée donc, de Donnarumma, mais qui viendrait, selon mes sources à moi, libre, parce que le contrat qui a été formulé, la prolongation n'est pas encore totalement certaine. Il y a beaucoup de doutes autour de sa prolongation, qui, même s'il y a beaucoup disent que c'est fait, il y a quand même eu un appel de Mino Raiola pour qu'elle soit annulée, et on connaît les pouvoirs de Mino Raiola en Italie. Et l'idée, ce serait de prendre 2 gardiens, un jeune, un déjà connu et installé. Donc ce serait soit Oblak, actuellement il y a beaucoup de retour de la rumeur Thibaut Courtois aussi, même si ce sera sûrement l'un des deux d'ailleurs. Après, donc en défense, c'est plus compliqué. En 6, ils veulent, de mes sources, on m'a dit que c'était très très proche de Julian Weigl, là, le milieu de Dortmund, qui revient après d'une blessure, mais qui est justement annoncé comme le successeur de Busquets. Dans ce registre-là, c'est un vrai 6. C'est dans le repère d'un Mota, d'un Busquets, et ça sera sûrement lui. Après, en attaque, il y a eu beaucoup de bruit pour le départ de Cavani, qui se précise de plus en plus. On sait qu'il arrive, il veut changer, qu'il commence à en avoir marre de Neymar, justement. Que c'est pas le joueur avec lequel il a le plus d'affinité, c'est pas avec Neymar. Que Lewandowski a été repris il y a quelques mois par Pini Zahavi, l'agent. Oui, mais et voilà, donc au final, il y a beaucoup de bruit autour. Beaucoup de magouilles autour de ça. Il se pourrait que Lewandowski arrive au PSG. Ouais, mais on sait que le Bayern, ils n'ont pas trop d'affinité non plus à vendre à Paris. Le Bayern n'a pas forcément peur de Pini Zahavi, parce que c'est un des seuls clubs qui peut se dire qu'ils ont aussi autant de personnes qui n'ont pas peur de Pini Zahavi, c'est bien eux. Et on sait que Lewandowski a toujours une préférence pour aller jouer au Real Madrid, que le Real Madrid va chercher un 9. Donc ce sera sûrement plus pour Madrid, pour Lewandowski. Après, on sait que Paris a entamé des discussions. Si Madrid y chope Harry Kane, il n'y aura pas de Lewandowski. Oui. Après, on sait justement, dans les listes que Paris prend, il y a Harry Kane qui a été annoncé donc, par Téléfoot. J'ai du mal à y croire, parce que Harry Kane, c'est un montant énorme pour un joueur de cet âge-là, et on sait que Tottenham vend très très bien. Et après, donc là, pour moi, une info que j'ai, ce serait plus Dybala. L'idée, ce serait de faire un trio très jeune, avec 3 des plus gros potentiels, ce serait Neymar, Dybala, Mbappé. Je ne sais pas si c'est la chose la plus pertinente à faire, mais bon, oui. Je sais Après, il faut voir justement l'entraîneur qui va arriver. Je pense que l'entraîneur qui va arriver donnera le repère et les registres de joueurs qu'on aura. Il y a des joueurs, on est sûr. Ouais. Au-delà des talents qui sont importants, hein, il faut aussi de la mentalité, de la hargne. Et dans ce que tu nous as cité là, ça manque. Ça manque beaucoup de. Weigl, c'est jeune. Dybala, c'est jeune. Alors oui, c'est talentueux. Oui, c'est même monstrueux pour certains. Mais ça manque d'expérience, ça manque de grinta. Et c'est ce qui manque aussi au PSG aujourd'hui. Après, justement, Dybala, on peut quand même se dire qu'on a pris Diarra qui lui reste 1 an de contrat. Ouais, mais Diarra, c'est remplaçant. Ça sera le remplaçant. Et Weigl, je pense qu'il a quand même beaucoup plus d'avance sur d'autres à ce poste-là. N'Golo Kanté, ce sera très très dur à sortir, et c'est pas un 6 qui joue vraiment 6, il joue dans un milieu plus à 2, ou voire même avec la défense, très souvent est plus collé à la défense, et c'est pas vraiment un relanceur dans le genre de Thiago Motta ou d'un Busquets, qui a souvent été ciblé aussi. Si après il faut de l'expérience, même si on sait que justement on se dirige plus vers un mercato avec des jeunes qui ont un fort talent et déjà pas mal avancé, prouvé, du genre Dybala, du genre Weigl, mais aussi Donnarumma, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Paris est dessus. Après, il y aura quand même, je pense, des postes où ce sera des joueurs confirmés, mais ce sera aussi des jeunes qui vont arriver. On va vraiment enclencher un nouveau cycle avec des jeunes, plus qu'avec à l'époque d'Ibrahimovic, où on a pris des joueurs comme Mota, Maxwell, qui étaient sur la fin de carrière. Juste ma question à vous deux, parce que vous n'avez pas évoqué le poste de latéral droit. Donc l'année prochaine, on garde Alves Meunier. Et là, oui. Après, il y a aussi la possibilité, je pense que les deux, ils seront encore. Meunier a quand même des envies. Je ne pense pas que Meunier refera une saison de remplaçant. Non.
là, ça tournera davantage. Meunier ils seront à 50-50, je pense. Mais les deux vont rester parce que déjà, c'est une chance pour le PSG d'avoir deux arrières droits de cette qualité. Et va juste falloir rééquilibrer la hiérarchie. Et sinon, je pense qu'il y aura. Bien sûr, si Meunier ne demande pas officiellement et fortement de partir, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, donc si Meunier demande de partir, je pense que justement l'idée d'avoir Fabinho qui peut jouer arrière droite et milieu, et du coup qui alternerait et sera aussi un bon remplaçant, un bon joker, c'est pas forcément à oublier. Fabinho, il est encore dans la liste des joueurs possibles à prendre par Paris. Donc il faudrait rétablir les contacts avec Fabinho qui sont aujourd'hui assez froids entre le PSG et Fabinho. Oui. Et bon, après, on connaît aussi comment tout peut changer vite. Hein. On l'a vu l'an dernier où justement Fabinho devait signer. Et du jour au lendemain, les comptes. Ouais, c'était acté. Voilà, et du jour au lendemain, tout a été annulé. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, tout peut reprendre du jour au lendemain et être acté sur n'importe quel joueur, vu la force de frappe du Paris Saint-Germain. On va passer à l'édito de l'œil du château. Et donc, si la saison de transition était celle-ci, jingle. Je pense qu'ils ont bien fait laisser partir. Après, permets-moi de te dire qu'il manque quelqu'un pour être patron de cette équipe. Je pense. Il n'assume pas que c'est une année de transition, Francky. Il n'assume pas que c'est une année de transition. Comment ça peut être une année de transition? Non, je suis pas d'accord. Parce que je pense que je joue pas pour une équipe qui fait des années de transition. Je joue pour une équipe qui va améliorer, qui va faire plus de l'an passé. Je pense que ça va être pas un an de transition. J'espère qu'il va être un an qu'on va améliorer tout, on va améliorer individuel, collectif pour arriver à des grands résultats. Comme j'ai dit avant, on a des objectifs très élevés, on le sait, on aime ça parce que si on est venu ici, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de pression, parce qu'on a des grands objectifs, mais on travaille pour aller le plus loin possible. Vas-y, Lloyd. Beaucoup parlé du coup avec des anciens joueurs et des proches de joueurs. Et quand on réfléchit bien, effectivement, cette année a toute une année de transition. On a eu une première recrue phare avec Neymar, on a eu le jeune talentueux qu'avec Mbappé, mais au final, ça a caché qu'il nous manquait la défense, un gardien, un arrière-gauche, des arrières et nos milieux. Du coup, on a fait qu'un quart des changements nécessaires. On n'a vendu personne l'été dernier. On est encore dans le cycle, on a encore nos anciennes stars, Cavani, Di Maria, qui devaient nous faire gagner la Ligue des Champions, et avec lesquels on a joué toute cette année en se disant, ils vont jouer, ils vont rapporter leur petit plus. Di Maria, on l'attendait justement au match contre Madrid en disant, il va nous faire passer, et encore une fois, non. Du coup, effectivement, le PSG a tout pour moi cette saison d'une année de transition, avec justement une première recrue phare qui a été Neymar, et qui va permettre d'enclencher le peaufinage avec des nouveaux joueurs comme Alexandro, comme un grand gardien, comme un grand milieu de terrain, et des gens de renom et des gens moins connus. Mais ça sera justement l'année qui nous permettra d'activer ce nouveau processus avec ces nouveaux joueurs qui arriveront, ce nouveau staff, cette nouvelle direction. Et c'est vraiment parti de cette année où on a su que on avait pouvoir encore d'attirer des joueurs. On ne savait pas si encore le PSG allait être gardé par le QSI. On ne savait pas si le PSG... Et là, le QSI a confirmé qu'il continuera à investir. On ramenait Neymar. Ils nous ont donné une année un peu décevante parce que effectivement, on ne franchit pas les huitièmes de finale. On ne franchit même pas les quarts du coup. Et on est encore dans le système à se dire, on espérait l'exploit l'an prochain. Je pense qu'on aura une équipe qui ne sera pas là pour faire l'exploit. Ce sera l'équipe à battre. On aura les joueurs qu'il faut pour être l'équipe à battre et non l'équipe qui devra aller gagner. Clément, tu es d'accord cette année, c'est l'année de transition pour toi. Est-ce que... Super. Et je ne sais pas si je suis d'accord. Faudra y réfléchir et analyser ça comme il faut. En tout cas, je l'espère. J'espère que Lloyd a raison. Et parce que c'est une année de transition. Mais j'ai l'impression qu'avec le PSG, toutes les années sont de transition. On avait dit ça la première année avec l'arrivée d'Emery. Là, on dit ça avec l'arrivée de Neymar. Si l'an prochain, imaginons là, le PSG fasse un mercato assez stratosphérique dans les deux sens. Genre 5-6 départs, 5-6 arrivées. On va encore dire que c'est une année de transition. Au final, voilà. Je pense que la véritable transition sera faite quand le club et les dirigeants la feront au sein d'eux-mêmes, au sein de l'institution PSG. Dernier truc aujourd'hui à en parler au niveau du PSG. Après, on va passer juste très rapidement pour conclure avec le LOSC, avec ce qui s'est passé. Donc, on sait qu'il y a une approche qui a été faite pour Luis Enrique. Plusieurs médias l'ont confirmé. Donc, d'ailleurs, les discussions semblent être à un stade très avancé, tout comme pour Carlo Ancelotti et un peu moins pour Antonio Conte. Donc, qui, selon vous, peut être l'homme idéal, l'entraîneur, le manager idéal pour poursuivre ce projet à l'avenir, entre Ancelotti, Luis Enrique et Antonio Conte? Je commence par toi, Clément. Pochettino. Tu l'as pas cité, Pochettino.
Pour le moment, il n'y a pas clairement de discussion. Donc, entre les trois, si je dois répondre, c'est Ancelotti. C'est Ancelotti. Je disais Pochettino surtout pour t'embêter parce que tu l'avais pas cité. C'est pas forcément un souhait personnel. J'adore Pochettino. Moi, mes deux souhaits personnels, ce serait Ancelotti en 1 et Pochettino en 2. Voilà. Ancelotti parce que ça reste Monsieur Ancelotti, parce qu'il a réussi partout où il est passé, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions, parce qu'il reste sur un malentendu avec le PSG et j'aimerais bien que ce malentendu se transforme en grande histoire d'amour, ce qui est possible. Voilà, il a tout pour réussir. Cet homme, c'est un grand homme, c'est un grand coach. Il l'a prouvé à maintes et maintes fois. Voilà, j'aimerais bien qu'il revienne. Voilà. En tout cas, ça semble être le plus grand nom de cette shortlist. À mon avis, c'est le seul aujourd'hui qui est on peut dire, dans le top 5 des meilleurs entraîneurs. Est-ce qu'Adoa, ils en veulent? Ça, c'est la question. C'est la seule question. C'est le seul éventuel blocage. Je pense que si il est sur la shortlist déjà et qu'il y a des discussions, je pense que c'est qu'à Doha. Je pense même que cette shortlist en elle-même a été faite à Doha. Voilà. Okay. Donc, Lloyd. Donc moi, je pense que déjà, ça dépend. Effectivement, Conte avec Neymar, je ne vois pas du tout. Personnellement, comme je dis, il peut venir, oui. Est-ce que s'il vient, ça va bien se passer? J'ai de forts doutes. Pochettino, c'est ce que je dis, c'est un peu comme Emery. Même s'il a rien gagné pour le moment, ça fait partie de ces entraîneurs qui n'ont rien gagné. Donc pour moi, effectivement, le meilleur, ça sera Ancelotti parce qu'il sait gérer des stars. Il a su faire l'impossible en faisant gagner la décima à Madrid, alors que ça faisait un paquet d'années qu'il courait après. Alors pourquoi pas nous faire gagner la première à Paris? Moi, je pense qu'effectivement, il est parti sur une année où ça a été un gros malentendu. Il est parti un an après gagner la Ligue des Champions avec Madrid. Et je pense que ça a été un gros regret pour Doha, qui aujourd'hui, je pense qu'avec Ancelotti, avait l'équipe la plus combative, avec les joueurs, justement, où il y a eu le moins d'investissement, ou du moins qu'il n'y avait pas l'investissement d'aujourd'hui. Donc, imaginons aujourd'hui Carlo Ancelotti avec l'investissement qu'il y a eu et qui pourrait encore y avoir. Je pense que c'est l'entraîneur le plus adéquat pour tous les joueurs qu'on a et les joueurs qui pourraient arriver. Mais est-ce que vous sentez pas que là, on sent qu'on n'a plus le droit à l'erreur, en fait, qu'on doit ramener un entraîneur et ça doit être le bon, impérativement. Dans ce cas-là, avec Ancelotti, on a peu de chances de se tromper, entre guillemets. Voilà, il a réussi partout où il est passé. En plus, il sait gérer les stars, lui. Il l'a prouvé dans tous les clubs où il est passé. Il a su gérer Zlatan, il a su gérer Ronaldo, il a su gérer à Chelsea Drogba, etc. Voilà, à Munich, il a su gérer Lewandowski. Bon, à Munich, ça restera pas son plus grand passage, mais non, je pense que c'est. Alors, j'ai peut-être dit une connerie à Chelsea d'ailleurs. Vous me rectifierez. Je sais pas s'il a eu Drogba sous ses ordres, mais oui. J'ai un doute. On vérifiera. Oui. Et non, mais voilà. Pour moi, c'est le choix le plus pertinent. Je pense aussi, justement, on peut faire des points de comparaison. Madrid n'arrivait pas à gagner cette décima depuis un paquet d'années. Ils ont pris Ancelotti, ils l'ont gagné. Ronaldo n'arrivait plus à avoir l'image de Messi. Il est revenu au Ballon d'Or. Aujourd'hui, on se demande encore qui de Ronaldo Messi, parce que ça y est, il l'a ramené. C'est Carlo Ancelotti qui a ramené Madrid en haut. Sauf qu'on a vite oublié parce que après, il est parti avec des problèmes encore à Madrid où c'était un peu, on l'a viré salement. Mais sinon, il est parti en laissant Madrid très haut, là où Madrid n'était plus. S'il ramène Paris aujourd'hui là où Paris doit être, ça sera vraiment dans le top 3. Il le ramènera dans une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, qui doit la gagner même. Et s'il prend de Neymar, il en fait comme Ronaldo il a fait à Madrid, on pourra dire qu'on a tout gagné parce qu'effectivement on aura une équipe qui sera très très forte et sûrement l'une des meilleures au monde puisqu'on aura les meilleurs jeunes. Bon, en tout cas, on conclut cette partie PSG et on se dit à l'année prochaine pour reparler de la Ligue des Champions. Et on va parler de la Ligue 1, juste pour conclure cette émission, de ce qui s'est passé, des événements qui se sont passés il y a quelques jours lors du match de Lille face à Montpellier, les supporters lillois qui ont envahi le terrain. Déjà, je vais simplement vous demander votre avis sur est-ce que vous les comprenez, ces supporters énervés? Est-ce que ça justifie leur acte, leur rage envers les dirigeants, les joueurs ou pas, ce qu'ils ont fait? Je commence par toi, Clément. Rien ne justifie la violence déjà, ça c'est dans aucun stade. Donc non pour les violences, oui pour l'agacement parce qu'on se fout clairement de leur gueule depuis trop longtemps. Voilà, Lopez est venu avec un projet foireux, bidon, on le voit aujourd'hui. Du moins, si les intentions n'étaient pas bidons, les résultats le sont pour le moment. On se fout de leur gueule, on prend un grand coach, on le vire, on en prend un autre, qui est soi-disant un grand coach français, mais finalement ça ne marche pas non plus. Les investissements ils sont pas là. Finalement, on se rend compte que les investisseurs
les actionnaires, les financiers se barrent au fur et à mesure, que le projet économique n'est pas fiable, que le club risque la faillite. Sportivement, ça ne marche pas non plus. Les joueurs disent les supporters ont l'impression que les joueurs ne se battent pas. Donc au final, tous ces éléments réunis ont créé un chaos. Et le résultat est venu samedi, est intervenu samedi. Voilà. Je les comprends. Après, j'explique absolument pas les violences. C'est honteux. Bah, la violence, moi je suis contre aussi, mais après il faut dire qu'aujourd'hui on est dans une ère où justement la violence devient à peu près la réponse à tout. On le voit dans tout, dans les manifestations il y a de la violence, dans tous les jours il y a de la violence. Et je pense qu'effectivement ces supporters, à force de se voir berner par monsieur donc Lopez, qui est pour moi l'un des plus gros escrocs du foot, comme il a été l'un des plus gros escrocs de la Formule 1, et comme partout où il a été, ça a été un escroc, il faut le dire. Cet homme-là, il arrive avec des projets à chaque fois, c'est faramineux, et arrivé là, quand on regarde, c'est de la poudre, il n'y a rien derrière, c'est tout le temps beau, mais il n'y a rien. Donc je comprends aussi les joueurs les supporters qui en ont marre. Après, les joueurs qui viennent Moi, j'ai vu aussi des comportements de joueurs à Lille qui sont scandaleux. On voit des joueurs qui ne sont pas dedans, on voit des joueurs qui ne jouent pas à leur niveau. Donc effectivement, c'est tout le monde pour moi est responsable et non accabler aujourd'hui que les supporters, dire oui, ce qu'ils ont fait c'est mal. Après, on rajoutait des tonnes pour cacher que y a une mauvaise gestion de monsieur Lopez, que monsieur Seydou il a vendu au premier venu parce qu'il avait besoin d'argent, il voulait avoir l'argent facilement. Et qui aujourd'hui se permet de juger le Bielsa qui est parti, qui veut son argent, qui veut son salaire, pourquoi donc il n'aurait pas le droit, Bielsa, à son salaire, alors que lui, a vendu à M. Lopez pour avoir l'argent plus rapidement. Pour moi, il y a une mauvaise gestion et Lille devient une sale image comme à l'époque l'a été Lens, et que les Lillois se moquaient de Lens, et aujourd'hui Lens doivent pouvoir se dire Lille a fait les mêmes erreurs que nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été encore là ce soir. Lloyd Duchâteau, merci. Merci à toi. Merci. Clément Pernia, merci à toi et merci pour tes analyses une nouvelle fois. Merci à vous et merci à vous aussi pour vos analyses qui sont très pertinentes. Merci à toi en tout cas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même horaire, jeudi 19h10 sur la web radio Vue Lumière. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Au revoir.